Je regardais de vieilles photographies de l'exposition universelle de Chicago en 1893, par simple curiosité, vraiment, quand j'ai remarqué quelque chose qui m'a figé sur place. Une photographie de nuit. La ville entière resplendissait. Des centaines de bâtiments, des kilomètres de promenades, des milliers et des milliers d'ampoules à incandescence traçant les lignes architecturales avec une précision chirurgicale. Des fontaines éclairées de l'intérieur, des lagons reflétant des cascades de brillance électrique. Et c'était en 1893, c'était Chicago, une ville qui avait été réduite en cendres à peine 22 ans plus tôt. L'éclairage électrique, nous dit-on, le triomphe de l'illumination moderne, l'aube d'une ère nouvelle. Et peut-être que c'est vrai. Peut-être. Mais plus j'approfondissais, plus cette explication simple commençait à s'effondrer sous le poids de ce que ces photographies montrent réellement. Parce que ce n'était pas seulement Chicago, ce n'était pas seulement une exposition, une ville, un moment de vitrine technologique. Le schéma se répète avec une précision troublante à travers les décennies, à travers les continents, à travers des événements supposément déconnectés. Et aussi vite qu'elles sont apparues, elles ont disparu en quelques mois, détruites et effacées. Ces villes brillaient, des métropoles entières fabriquées, construites en quelques mois, démolies en quelques mois, mais entre-temps, pendant ces brèves fenêtres, elles flamboyaient d'une lumière qui semble impossible pour l'époque qui les a produites. Cela soulève une question simple mais cruciale. Comment ? Permettez-moi d'être précis sur ce que dépeignent ces photographies. L'exposition universelle de Chicago en 1893 couvrait 280 hectares. Les bâtiments principaux contenaient à eux seuls plus de 320 km d'installations d'éclairage à incandescence. On nous dit que 120 000 lampes illuminaient le site. Ce n'est pas quelques bâtiments avec des lumières électriques comme curiosité. C'est une illumination complète, uniforme, à l'échelle d'une ville, en 1893. L'exposition panaméricaine de 1901 à Buffalo, 350 000 lumières. L'exposition universelle de 1904 à Saint-Louis, plus de 100 000 lampes à arc et ampoules à incandescence, créant ce qui fut appelé la plus grande démonstration de lumière artificielle jamais tentée. L'exposition internationale de Panama Pacific en 1915 à San Francisco employait 500 000 lumières colorées, créant ce que les témoins décrivaient comme une cité de joyaux, visible depuis des navires à 100 km en mer. Et voici la partie la plus étrange. Ce n'étaient pas des installations permanentes, c'étaient des expositions temporaires, construites en 18 mois, 20 mois, 2 ans, puis démolies, rasées, rendues à des terrains vides, des parcs ou des décombres. Mais tant qu'elles étaient debout, elles brillaient comme rien d'autre sur Terre. Une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus ne pas le voir. L'histoire officielle nous dit que l'éclairage électrique était nouveau, coûteux, expérimental. La centrale de Pearl Street d'Edison, la première centrale électrique commerciale, a ouvert en 1882 à New York, desservant seulement 85 clients dans une zone d'1 km². 11 ans plus tard, l'exposition universelle de Chicago illuminait 280 hectares avec 120 000 lampes. Cette chronologie vous semble-t-elle logique ? Parce que cela devient plus compliqué. Ce n'étaient pas simplement des lumières accrochées à une infrastructure existante. Les photographies montrent une illumination uniforme et complète. Chaque bâtiment, chaque allée, chaque fontaine, chaque sculpture baignée de lumière. L'infrastructure requise est stupéfiante. Production d'énergie, réseau de distribution, des milliers de kilomètres de câblage, transformateurs, boîtiers de jonction, systèmes de maintenance. Tout cela pour une exposition temporaire, tout construit en moins de 2 ans, tout démantelé et détruit immédiatement après. Plus je plongeais dans les spécifications techniques, plus l'explication officielle commençait à se fracturer. Considérez ce qu'on nous demande réellement d'accepter. Qu'à une époque où la plupart des villes américaines avaient un éclairage électrique limité ou inexistant, où la distribution d'énergie en était à ses balbutiements, où la technologie était d'un coût prohibitif, pendant ce moment précis, les organisateurs ont réussi à mobiliser les ressources, l'expertise et la coordination pour créer les systèmes d'éclairage les plus sophistiqués que le monde ait jamais vus. Pas dans des installations permanentes pour les grandes villes,
dans des expositions temporaires. Cela soulève une autre question. D'où venait l'expertise ? La réponse officielle est que des entrepreneurs en électricité ont été embauchés, que des systèmes ont été installés, que tout s'est déroulé selon des pratiques d'ingénierie standard. Mais quelles pratiques standards ? C'étaient les premières installations de ce type. Il n'y avait pas de manuel, pas de modèle précédent. Ces expositions étaient même supposément des démonstrations pionnières d'une technologie qui était encore en train d'être inventée. Et pourtant, elles ont fonctionné parfaitement, uniformément, sur plusieurs continents, plusieurs villes, plusieurs expositions, le tout dans l'espace d'une seule génération. Et c'est là que le phénomène devient impossible à ignorer, parce que ce n'était pas seulement l'Amérique. L'exposition universelle de Paris en 1889 présentait la tour Eiffel nouvellement construite, illuminée par des milliers de lampes à gaz et de lumières électriques, créant ce que les contemporains appelaient un soleil artificiel. L'exposition de Paris en 1900 a élargi le concept, avec le palais de l'électricité générant 21 000 chevaux vapeur pour éclairer tout le site d'exposition. L'exposition franco-britannique de 1908 à Londres, 120 000 lumières, transformant Shepherd's Bush en ce que les journaux appelaient un pays féerique d'illumination. L'exposition internationale de Bruxelles en 1910, éclairage électrique complet partout avec le Grand Palais contenant à lui seul 40 000 ampoules. Sydney, Melbourne, Barcelone, Turin, Buffalo, Saint-Louis, Omaha, Portland, Seattle, San Francisco, San Diego. Chaque grande exposition, chaque exposition universelle de 1889 à 1915 environ, le même schéma. Des villes temporaires, une échelle massive, une illumination complète, et puis la démolition. Le schéma se répète avec une précision troublante. Si vous découvrez cette enquête, je vous encourage à regarder ces photographies par vous-même. Elles ne sont pas cachées. Elles sont dans les archives, les bibliothèques, les collections historiques, des photographies de nuit des expositions universelles. Étudiez l'uniformité de la lumière, considérez l'échelle. Demandez-vous, l'explication officielle vous satisfait-elle ? Voici où nous rencontrons ce que j'appelle le problème de coordination. Acceptons pour un moment le récit officiel, que ces expositions représentaient la pointe de la technologie d'éclairage électrique. Qu'elles étaient des vitrines pour l'ère moderne. Que la technologie, bien que nouvelle, était effectivement capable de produire ces résultats. Très bien. Mais cela soulève une question encore plus troublante. Comment les organisateurs de différents continents, différentes cultures, différentes nations, sont-ils tous arrivés à des solutions architecturales et technologiques presque identiques dans le même laps de temps restreint ? La Ville Blanche à Chicago, 1893, architecture néoclassique, bâtiment blanc uniforme, illumination électrique complète, grande cour et lagon, le tout conçu par l'équipe de Daniel Burnham. La Ville d'Ivoire à Buffalo, 1901, esthétique presque identique, bâtiment blanc, spectacle électrique, la même échelle grandiose. La cour d'honneur à Saint-Louis, 1904, le schéma se répète. La cité de joyaux à San Francisco, 1915, encore une fois, le même modèle de base. Et ce n'était pas seulement le style architectural, c'était le système complet. L'agencement, les matériaux, l'éclairage, la nature temporaire, la vitesse de construction, et surtout, la documentation complète des bâtiments eux-mêmes, mais l'absence curieuse de registres détaillés sur leur processus de construction. Nous avons des milliers de photographies de ces cités achevées. Nous avons des plans architecturaux, nous avons des témoignages de visiteurs, des reportages de journaux, des guides officiels, mais essayez de trouver des registres d'ingénierie détaillés sur la façon dont ils ont construit ces systèmes électriques. Essayez de localiser les programmes de formation qui ont produit des milliers d'électriciens simultanément sur plusieurs continents. Essayez de retracer les chaînes d'approvisionnement pour les millions d'ampoules, les kilomètres de fils de cuivre, les générateurs, les transformateurs. Les preuves suggèrent quelque chose de beaucoup plus vaste qu'un simple progrès technologique. Et puis, elles ont disparu. Pas graduellement, pas morceau par morceau, pas réutilisées ou intégrées dans des villes existantes. Elles ont été démolies, systématiquement, complètement. La Ville Blanche à Chicago, dont la construction a nécessité 20 000 ouvriers et coûté plus de 28 millions de dollars,
a été largement démoli entre 1893 et 1894. Certains bâtiments ont brûlé dans un incendie, d'autres ont été démolis. Quelques structures subsistent, mais la grande majorité disparues. Le même schéma à Buffalo, à Saint-Louis, à San Francisco. Ce n'étaient pas des structures primitives en bois. Les photographies montrent des palais massifs, de grandes cours, des façades élaborées. Beaucoup étaient construits en staff, un mélange de plâtre, de fibres et de ciment sur des structures en acier ou en fer. Certains bâtiments étaient effectivement plus permanents, mais la majorité, temporaire, malgré leur apparence monumentale. Et voici où le récit se fracture complètement. Si vous possédiez la capacité de construire ces structures magnifiques, si vous aviez maîtrisé l'éclairage électrique à grande échelle des décennies avant qu'il ne devienne courant, si vous aviez coordonné cet effort à l'échelle mondiale, pourquoi tout rendre temporaire? Pourquoi ne pas construire des villes durables? La réponse officielle concerne les coûts, l'utilisation des terres, la nature des expositions en tant que vitrine temporaire. Et peut-être que c'est suffisant pour vous. Peut-être que l'explication économique satisfait. Mais elle ne m'a pas satisfait parce que ce qui me hante le plus n'est pas ce qu'on nous dit sur ces cités lumineuses. C'est ce qu'on ne nous dit pas. Essayez de trouver une analyse historique conventionnelle qui aborde sérieusement l'anomalie technologique. Essayez de trouver des articles académiques qui questionnent comment ce niveau d'infrastructure électrique est apparu si soudainement, si complètement, et ensuite, en termes d'adoption publique, a progressé si lentement après. L'exposition de Chicago en 1893 avait un éclairage électrique complet. 20 ans plus tard, la plupart des foyers américains utilisaient encore le gaz ou le pétrole. La technologie existait, l'expertise existait, les chaînes d'approvisionnement existaient, mais l'électrification résidentielle a progressé à un rythme d'escargot pendant des décennies. Pourquoi cet écart? Si ces expositions ont prouvé que les systèmes électriques à grande échelle étaient faisables, suffisamment abordables pour des expositions temporaires, pourquoi la mise en œuvre permanente a-t-elle pris tellement plus de temps? Le silence était assourdissant. Pas un silence de conspiration, pas de suppression, juste l'absence. Une absence de curiosité concernant la discontinuité, une absence de questionnement sérieux, une acceptation du récit officiel malgré les lacunes troublantes qu'il contient. Laissez-moi vous montrer ce qui apparaît d'autre dans ces photographies de nuit. La qualité de l'illumination elle-même. L'éclairage électrique moderne crée des ombres dures, une distribution inégale, des points chauds et des zones sombres. L'éclairage au gaz produit une lumière plus douce, plus jaune. Mais regardez attentivement les photographies des expositions. La lumière semble remarquablement uniforme, douce, diffuse. Elle semble émaner non seulement des dispositifs visibles, mais des bâtiments eux-mêmes. Certaines structures semblent que briller, comme si les murs étaient que translucides, ou le matériau lui-même luminescent. Maintenant, il existe des explications pour cela. Les temps d'exposition photographique pourraient créer cet effet. Le matériau de staff blanc était spécifiquement choisi pour refléter efficacement la lumière. Le placement stratégique des lumières, des réflecteurs, une planification architecturale soigneuse, tout cela pouvait contribuer. Pouvait. Mais quand vous voyez la même qualité d'illumination à Chicago, Paris, San Francisco, Bruxelles et Sydney, tous utilisant supposément des systèmes différents, des architectes différents, des technologies différentes, la coïncidence devient plus difficile à écarter. Plus j'approfondissais, plus je réalisais que je ne regardais pas des systèmes d'éclairage électrique primitifs luttant pour illuminer des expositions temporaires. Je regardais quelque chose qui apparaissait pleinement formé, sophistiqué, complet, pas expérimental, pas en développement, pas primitif, mature. C'est ce qui me tient éveillé la nuit. Pas si ces villes ont existé. Nous avons des preuves photographiques. Pas si elles étaient illuminées. Les preuves sont accablantes. Mais ceci, d'où venait la connaissance? La technologie n'apparaît pas pleinement formée. Elle se développe par étapes, par essais et erreurs, par raffinement graduel. L'histoire de l'éclairage électrique devrait montrer une progression claire des installations primitives aux systèmes sophistiqués. Et d'une certaine manière, c'est le cas. Les premiers travaux d'Edison, les contributions de Tesla, le développement des systèmes à courant alternatifs, nous avons cette progression documentée.
Mais ensuite, ces expositions apparaissent, et la progression fait un bond. L'échelle explose, la sophistication fait un bond en avant, et puis, et c'est crucial, elle fait un bond en arrière. L'infrastructure publique qui suit est moins complète, moins sophistiquée que ce qui a été démontré lors de ces expositions temporaires. C'est comme si quelqu'un avait brièvement ouvert une porte vers une capacité avancée, l'avait démontré mondialement dans ces cités lumineuses, puis avait refermé la porte, revenant à un développement plus lent et plus graduel. Pourquoi? Je n'ai pas de réponse. J'ai des questions. Beaucoup de questions. Considérez ce qui s'est passé après la fermeture de ces expositions. Les bâtiments, démolis, brûlés, réutilisés ou laissés à l'abandon. La documentation technique détaillée, rare ou manquante. Les milliers d'ouvriers qui ont construit ces systèmes, dispersés, sans nom, non interviewés de manière exhaustive. Nous avons des témoignages de visiteurs, des milliers, des gens décrivant la beauté, le spectacle, l'émerveillement de ces cités lumineuses. Mais essayez de trouver des témoignages détaillés des ingénieurs qui ont conçu les systèmes électriques. Essayez de localiser des registres complets des centrales électriques, des réseaux de distribution, des procédures de maintenance. Des fragments existent, suffisamment pour construire un récit officiel, mais pas assez pour vraiment comprendre comment c'était fait. Et ce schéma spécifique de préservation et d'omission, se répète à travers chaque grande exposition. Nous nous souvenons du spectacle, nous oublions le mécanisme, nous préservons les photographies, nous perdons les plans, nous commémorons la réalisation, nous effaçons le processus. Une fois que vous voyez ce schéma, vous commencez à le voir partout. Et voici ce qui m'a tiré plus profondément dans cette enquête. Ce n'étaient pas les seules cités lumineuses. Les archives historiques mentionnent d'autres lieux, d'autres époques, où une illumination complète est apparue dans des contextes qui semblent également anormaux. Des récits anciens de temples qui brillaient sans feu, des descriptions médiévales de villes qui flamboyaient d'une lumière froide, des rapports de la Renaissance sur des structures illuminées qui défiaient la technologie contemporaine. La plupart des historiens rejettent cela comme des mythes, des exagérations, des phénomènes naturels mal compris. Peut-être ont-ils raison. Mais après avoir étudié ces photographies des expositions universelles, après avoir lutté avec les discontinuités technologiques, après avoir vu le schéma d'illumination complète suivi d'effacement systématique, je suis moins certain. Et si les expositions n'introduisaient pas une nouvelle technologie mais réintroduisaient une ancienne technologie? Et si la connaissance existait auparavant, a été perdue, a été brièvement récupérée, puis perdue à nouveau? Je ne prétends pas que c'est vrai. Je demande, les preuves permettent-elles cette possibilité? Nous revenons donc à notre point de départ, les cités lumineuses. Comment était-ce possible? Pas la simple réponse mécanique. Électricité, générateur, câblage. Je comprends ces composants. Ce que je ne comprends pas, c'est le système qui les a produits si soudainement, si complètement, si mondialement, puis les a démantelés si complètement. Je ne comprends pas comment des expositions temporaires dans les années 1890 ont atteint une sophistication d'éclairage qui ne deviendrait courante dans les villes permanentes que 30 à 40 ans plus tard. Je ne comprends pas la coordination à travers les continents, l'uniformité de l'approche, les langages architecturaux similaires, les schémas répétés de construction et de destruction. Je ne comprends pas le silence, le manque d'enquête historique sérieuse sur ces discontinuités, l'acceptation d'un récit officiel qui laisse tant de questions sans réponse. Et surtout, je ne comprends pas ceci. Si nous possédions cette capacité autrefois, la capacité de créer une illumination urbaine complète, de construire des structures monumentales rapidement et efficacement, de nous coordonner mondialement sur des projets massifs, pourquoi ne la possédons-nous pas maintenant? Ou la possédons-nous et nous choisissons simplement de ne pas l'utiliser ainsi? Les photographies de nuit demeurent, elles ne sont pas cachées, pas supprimées. Elles sont dans les archives, disponibles pour quiconque veut regarder. Des images de villes qui flamboyaient comme des joyaux, brillaient comme des rêves, illuminaient les ténèbres avec une intensité que les contemporains trouvaient miraculeuse. Et puis ont disparu, ne laissant que les photographies et des questions. Des questions sur ce que nous savions et avons oublié, des questions sur ce que nous avons construit et détruit,
Des questions sur la connaissance qui a brièvement refait surface dans ces cités lumineuses, puis s'est retirée dans l'ombre. Je ne sais pas ce qu'étaient réellement ces expositions. Je ne sais pas si elles représentent une technologie perdue, une histoire cachée, ou simplement un moment où l'ambition a dépassé l'économie et ces choses impossibles sont devenues brièvement, magnifiquement réelles. Mais je sais ceci. L'explication officielle, qu'elles étaient simplement des démonstrations précoces de l'éclairage électrique, est incomplète. Elle n'explique pas l'échelle, la coordination, la sophistication, ni l'effacement. Quelque chose d'autre se passait dans ces cités lumineuses, quelque chose que nous avons choisi d'oublier, ou quelque chose qu'on nous a encouragé à ne pas nous rappeler. Les photographies préservent la lumière, mais la connaissance qui l'a produite, elle demeure dans l'obscurité, et peut-être que c'est là qu'elle était toujours destinée à rester.